Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 28 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. Comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous recevoir sur ce podcast en compagnie de Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Vincent, on n'aurait pas un épisode spécial aujourd'hui ? Exactement, aujourd'hui c'est un épisode spécial entièrement consacré à la carte ESP, les cartes ESP, avec des tours, des gimmicks, des livres, des infos, et c'est le retour, cette fois-ci, du tour dont on ne parlera pas, avec un tour qu'on vous a sélectionné de toute beauté, ESP NES. Une petite intro sur les cartes ESP, on va vous parler de tous les jeux qui existent, des livres, des ressources que vous devez absolument consulter. Si vous n'êtes pas encore utilisateur de cartes ESP, vous aurez de quoi vous lancer. Si vous êtes déjà utilisateur, peut-être que vous découvrirez quelques éléments qui pourraient vous intéresser pour ajouter un peu de diversité à votre répertoire. Et ensuite, eh bien, ce sera le moment de vous parler de quelques tours que nous avons particulièrement aimés avec Olivier, notamment le tour Alpha to Omega ESP Edition de Stephen Tucker, le Color Match ESP de Alakazam, ESP by the Numbers de John Bannon, et enfin une routine de Michael Murray qui s'appelle Tattletaled. Mais avant de passer à ce programme, je vous propose qu'Olivier, tu ne nous parles pas d'ESP NES. ESP NES, c'est tout un programme. Alors figure-toi qu'on a quand même fait un grand travail d'investigation et on a retrouvé les sources de ce tour magnifique. Alors en deux mots, de quoi il s'agit d'abord, pour situer le niveau, c'est pense à une carte. Regarde, j'ai des cartes ESP, pense à une carte, je les fais défiler. Oh oui, tu as pensé à la seule carte en forme de zizi et tout le monde est mort de rire. Alors, comment ça s'est passé dans la tête des créateurs ? Eh bien, on a le secret. Tout est parti d'un jeu de mots. Vincent, rappelle-nous le jeu de mots, s'il te plaît ? Alors effectivement, je pense que le créateur est arrivé et a fait oh mais avec ESP, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il lui a dit on peut faire ESP NES. Ah, finesse, c'est drôle. Oh, c'est un effet. Ah mais qu'est-ce qu'on va faire comme effet ? Ah, je sais pas. Tu penserais pas par hasard à des cartes ESP et je sortirais un zizi pour rigoler ? Oh mais c'est excellent comme idée. On va faire ça. Mais oui, et en plus, ça serait idéal pour les enterrements de vie de garçon. D'ailleurs, c'est marqué sur le site. Eh ben, on n'a qu'à le vendre. Franchement, c'est génial comme effet. Et en plus, ça coûte à peine cher, puisque ça coûte quand même 27,50€ pour afficher un zizi. C'est drôle. Bon, vous l'aurez compris, ce tour, eh bien, on ne vous le recommande pas. Par contre, on a des choses beaucoup plus intéressantes et ça vient maintenant. Eh bien, nous voilà de retour pour parler des cartes ESP. Alors, déjà, commençons peut-être par présenter ce que sont les cartes ESP, parce que pour tous ceux qui nous écoutent mais qui ne sont pas mentalistes et qui n'ont pas travaillé avec des cartes ESP jusqu'alors, les cartes ESP physiquement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cartes sur lesquelles nous avons des symboles. En général, un jeu de cartes ESP, il est constitué de 5 symboles. Les 5 symboles qu'on retrouve tout le temps sont le rond, le cercle plus précisément, le plus, les vagues, certains disent la tranche de bacon, mais ça c'est un jeu de mots anglais, mais ce sont des vagues dans les faits, un carré et une étoile. Ces 5 cartes sont en général répétées 5 fois, donc un jeu de cartes ESP est composé souvent de 25 cartes. Ça, c'est pour l'usage qu'on en fait en magie. Il faut remettre ça dans son contexte, puisque dans les faits, il y a un contexte historique à la carte ESP. Et la carte ESP, à la base, c'était un outil qui était utilisé dans des protocoles avec des gros guillemets scientifiques
pour faire des tests sur l'être humain. C'est un protocole qui avait été fait dans les années 30 de mémoire par le docteur Joseph Bank Rhines, qui était un chercheur et qui faisait de l'expérimentation sur la possibilité qu'on avait de développer des dons de télépathie, voire de voyance à distance, enfin pas de voyance, de vision à distance. Et donc il menait des tests en laboratoire où d'un côté d'un paravent, on avait quelqu'un qui sortait des cartes ESP, et de l'autre côté du paravent, on avait une personne qui devait essayer de visualiser la carte ESP qui n'était pas dans son champ de vision. Tout ça était un programme qui d'ailleurs a été subventionné par les États-Unis initialement et par l'armée américaine, puisqu'au départ, leur but c'était d'imaginer pouvoir espionner à distance les nations ennemies, et notamment la Russie, enfin URSS à l'époque, grâce à des espions qui auraient des pouvoirs de télépathie. Bon, il s'avère que même si certaines études du Dr Rhines auraient montré l'existence d'une certaine forme de télépathie, que finalement, après moult remaniement des études et retests par des gens un peu plus scientifiques, entre guillemets, que lui, ça n'est jamais vraiment marché, mais cette histoire est restée. C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui existe. Donc il y a eu des tests qui ont été faits et on utilise ces outils aujourd'hui en mentalisme pour essayer de démontrer l'existence de cette possibilité de voir à distance, de voir au travers des cartes, de lire dans la pensée des gens. Peu importe, en l'occurrence, on utilise ces outils pour des effets de divination la plupart du temps. Alors moi, je voudrais signaler aux auditeurs qui voudraient voir une expérience en vrai. Il existe une vidéo du professeur Weichmann. Il fait une très belle expérience avec deux sujets, une femme et un homme. Et vous pourrez voir cette séquence mémorable dans le film Ghostbusters. Voilà. Il faut la voir pour rigoler un coup. Mais et par contre, je voudrais ajouter quelque chose. On s'aperçoit de plus en plus, il y a de plus en plus de jeux où le bacon, comme tu dis, les trois vagues, est remplacé par un triangle. C'est intéressant. Alors, originellement, c'est pas le vrai symbole, mais on le voit de plus en plus avec la forme de triangle. C'est vrai, et on a aussi des jeux qui ont rajouté d'autres symboles, des hexagones, des lunes, des soleils, mais ceux de base, on retiendra toujours le cercle, le plus, les vagues, le carré et l'étoile, qui ont en plus un intérêt d'avoir un moyen mnémotechnique relativement simple pour se souvenir de ces cartes assez facilement. On peut donc partir assez vite sur déjà l'outil en lui-même, les cartes ESP. Il faut imaginer que les cartes ESP, elles ont évolué, puisque initialement, ces cartes ESP, ce sont des cartes blanches sur lesquelles étaient dessinés à la main des symboles, et ou des cartes, j'ai envie de dire classiques, sur lesquelles on avait imprimé le symbole. Puis est arrivée une génération, j'ai envie de dire, de personnes qui ont voulu travailler avec des cartes un peu plus spécifiques, notamment se rapprocher des cartes qui pouvaient être utilisées originellement dans les expériences scientifiques, avec des guillemets, et donc avec des dos un peu moins cartes à jouer. Et puis on a vu apparaître des dos de plus en plus, on va dire farfelus, voire ésotériques, parce que la pratique de l'ESP a aussi beaucoup basculé vers l'ésotérie. Et donc, on retrouve aujourd'hui une multitude de jeux différents. Vous avez des jeux Riderback classiques qui existent avec les symboles ESP. Vous avez des jeux faits par Vernet, notamment, avec des étoiles, des petits points, enfin voilà, des dos relativement sobres qui existent. Vous avez des jeux un peu plus complexes, comme par exemple le jeu ESP Origine de Marchand de Trucs, qui avait un dos déjà un peu plus axé ésotérique. D'ailleurs, avec une première version de ces jeux Origine qui a disparu et qui est revenue récemment avec les versions Origine 1937, certaines maculées de sang. Avec une version un peu différente. Et vous avez plus récemment des choses comme les Beyond ESP ou les Naked ESP, qui sont des cartes très sobres avec des dos quasiment blancs, immaculés, juste une ligne ou un cadre à l'intérieur. Et les plus récentes, à mon avis, en tout cas celles que j'ai trouvées de plus récentes, ce sont les cartes de Alakazam, donc les Age ESP et les Eclipse de 1914 qui ont sorti les toutes dernières cartes et qui sont les premières cartes de mémoire qui ne sont pas en carton
mais en plastique, donc avec un aspect de durabilité un peu différent. On va rentrer dans un sujet qui est peut-être un sujet que les gens ne voudraient pas aborder, mais c'est un sujet de polichinelle. Il existe des versions non marquées et des versions marquées des jeux ESP, bien entendu. Donc, le marquage va varier selon le créateur. Si je dis pas de bêtises, c'est Murray qui fait les Beyond ESP et Fully Naked et peut-être aussi les Naked. Et il y avait déjà à l'époque dans un des deux des cartes plastifiées. Et alors peut-être pour les auditeurs, parfois il y en a qui coûtent cher. Non seulement elles sont chères et elles sont vendues avec 10 cartes. Il me semble que ce sont les Naked ESP qui sont vendues avec seulement 10 cartes. Et ça limite énormément le nombre de routines que vous pouvez faire. Alors, tant qu'à faire, essayez de prendre celle au moins à 25 cartes. Oui, c'est une réalité. Les Naked ESP étaient effectivement les premières cartes en plastique, mais elles étaient vendues que par 10, effectivement. Et elles étaient très très chères. Et Eclipse est venu avec un jeu complet de 25 cartes en plastique. Et effectivement, ils ont amené un prix, en plus un niveau de prix qui était plus abordable, en tout cas intéressant dans l'élément, et avec une multitude de routines aussi qui étaient fournies avec les Eclipse. C'est aussi un point qui peut parfois être un peu déstabilisant, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui sont vendus où finalement il y a qu'une routine qui est proposée, alors que le jeu est souvent exploitable comme un jeu ESP classique. Donc c'est un peu dommage. Donc moi je recommande pour tous les gens qui voudraient se lancer dans les cartes ESP de favoriser plutôt des cartes qui ont plusieurs routines à disposition. Il me semble que c'est le cas des Beyond ESP 3 de Michael Murray qui ont un petit livret de routines. Il y a plusieurs routines proposées avec. Oui, tout à fait. C'était le cas des cartes Origin de Marchand de Trucs puisqu'elles étaient livrées avec un livre avec plusieurs routines. Les nouvelles versions, je me demande si on n'a pas le livret mais en version PDF puisque le livret n'est plus édité en version papier. Et les Eclipse de 1914 sont livrés avec plus d'une dizaine de routines différentes. Des routines avec des gaffes, des routines sans gaffes, des routines très variées. Donc c'est certainement un très très bon investissement possible d'aller vers ces cartes-là. Ça, c'était pour les outils. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir si on a des cartes ESP et qu'on n'a pas de routine, où est-ce qu'on peut trouver des routines pour enrichir un petit peu sa connaissance. C'est un sujet qui est pas forcément beaucoup traité, que ce soit en magie ou en mentalisme. En tout cas, on va retrouver quelques routines éparpillées ça et là dans des livres. Il existe quand même quelques ressources, on va dire, de référence. Il y en a deux qui sont françaises et que je peux conseiller. La première, c'est le livret de Marchand de Trucs qui était livré avec ces cartes Origins, qui me paraît être une bonne introduction, qui est un recueil de plusieurs routines de plusieurs magiciens différents. Vous avez des magiciens et mentalistes français et américains qui sont réunis à l'intérieur, des routines avec ou sans gaffe, des routines plus ou moins difficiles qui demandent plus ou moins de préparation. Notamment de mémoire, il y a une routine de Max Maven qui demande vraiment beaucoup de préparation, mais qui est assez impressionnante. Et vous avez un autre livre qui est sorti plus récemment, qui est un livre de Armand Porcel, qui est sorti aux éditions CC Éditions, et qui regroupe plusieurs routines dédiées aux cartes ESP uniquement. Et puis ensuite, dans les mentalistes qui ont travaillé avec des cartes ESP, vous retrouverez des gens comme Michael Murray, qui a fait beaucoup de choses. Il a ses propres jeux, mais il a aussi pas mal de routines. On en parlera d'une de ces routines à la fin. Vous avez des gens comme Bob Cassidy, qui ont aussi quelques routines ESP très intéressantes qu'on retrouve dans différents livres. Pour ceux qui lisent plutôt en français, vous avez L'Art du Mentalisme et L'Art du Mentalisme 2, sorti par CC Éditions, qui propose quelques routines, avec l'avantage d'avoir des routines un peu variées, un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis Bruce Bernstein, avec son gros pavé, mais qui est une bible irréelle, dans lequel il y a aussi quelques routines ESP intéressantes à aller piocher. Et puis ensuite, des gens comme Karl Wulfes, qui ont aussi des choses intéressantes qui sont disséminées dans des petits livrets moins connus, mais qui méritent de s'y attarder de temps en temps. Je voudrais ajouter, parce que Nick Trost a fait beaucoup de livres où il regroupait pas mal de routines, et Magic Dream a eu la bonne idée de faire une nouvelle version
de son Very Best of Nick Trost, et notamment un Very Best of consacré aux cartes ESP. C'est vrai, j'avais complètement oublié, mais Nick Trost, c'est une belle référence. Le Very Best of ESP est aussi une belle référence. Il faut aussi citer Sam Dalal, qui avait à l'époque créé un magazine qui s'appelait Swami, si je dis pas de bêtises, donc un peu branché univers peut-être bizarre magie, fakirisme et tout ça, toutes ces choses-là. C'est un livre de 1972 qui s'appelle en français Magie des cartes ESP de Sam Dalal, qui est aux éditions Fantasium et dont le titre original c'est Magic with an ESP Deck, qui vous donnera pour un prix modique, parce que c'est dans l'ordre de 19 €, vraiment des routines de base et de quoi déjà travailler. Il y a 15 routines dans ce petit livret. Bah voilà, je pense que vous avez vraiment de quoi vous faire déjà une bonne culture de ce que sont les cartes ESP. Je vous propose qu'on passe à un premier tour, parce que il y a des routines, j'ai envie de dire, qui se font avec un jeu classique, mais il y a aussi des routines qui méritent parfois d'avoir un peu d'accessoires, un peu de gimmick. Et donc la première routine dont on va vous parler est une routine que tu affectionnes particulièrement, Olivier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément ? J'imagine que tu parles de Alpha to Omega, ESP Edition. Exactement. De Stephen Tucker. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Alpha to Omega avait déjà connu une première sortie. Il s'agissait de 8 cartes et de retrouver 4 cartes qui composent une famille. Alors, ça pouvait être 4 as, mais j'en sais pas beaucoup plus, mais j'imagine que ça devait être les as. Ils ont eu la bonne idée de ressortir ça en cartes ESP. Il y a, à mon avis, un vrai apport. D'ailleurs, bon, ils le disent eux-mêmes dans la vidéo, hein, mais je vous donne les arguments. C'est que d'une part, tu n'as plus 4 cartes, mais tu en as 5, donc 10. Et je vais t'expliquer pourquoi 10. De plus, lorsque tu fais un étalement pour révéler que tu avais retourné une carte dans un des paquets, eh bien, comme ce sont des cartes ESP, il y a des grandes bordures blanches, le symbole est au milieu. Au moment où tu étales les cartes, il reste un suspense. Là où il n'y en avait pas avec une carte à point normal ou avec un index qui révèle immédiatement, il n'y a plus de surprise. De quoi s'agit-il ? Alors là, c'est très amusant parce que j'ai eu un peu de mal en voyant les démonstrations au début. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'illogisme et à force de jouer avec et de regarder la vidéo, ça s'est un peu estompé. Je vais vous expliquer des choses sur les manipulations. Mais l'effet de base, quel est-il ? Vous montrez un paquet de cartes ESP alors vous dites pas que c'est un paquet de cartes ESP, vous montrez un jeu rouge, un petit paquet de 5 cartes que vous posez sur un côté, et vous étalez l'autre face en l'air en montrant les symboles et en expliquant si le spectateur ne sait pas de quoi il s'agit. Pour rappel, il y a une petite carte qui est fournie qui reprend les 5 symboles. Ça peut être un aide-mémoire, surtout pour les spectateurs. Vous fermez le jeu et vous expliquez que vous allez faire une manipulation dans votre dos et que vous allez retourner une carte. Le spectateur vous cite un symbole, vous dites ok, je vais essayer de la retrouver dans le dos et la retourner. Alors bien sûr, ça prête un peu à rire. Et lorsque vous revenez carte face au spectateur, vous faites un éventail et là on s'aperçoit qu'il y a une carte qui est retournée. Bon, jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Et en même temps, avec votre autre main, vous étalez un petit peu les cartes qui sont sur la table et vous montrez que là se trouve une carte face en haut. Personne ne peut voir comme je l'avais indiqué parce que comme les bordures blanches sont importantes, eh bien on voit pas encore de quoi il s'agit. Admettons que votre spectateur ait dit les vagues, vous faites constater que a priori il y a qu'une seule carte qui est retournée, c'est celle des vagues puisque c'est le seul symbole qu'on peut pas voir. Les cartes sont posées, vous retournez la carte et en fait elle est blanche. Il y a rien dessus. Première surprise, si tu veux, parce que t'aies pu retourner la carte, ça a rien de magique en soi. Vous retournez cette carte, elle a bien le dos rouge, vous l'aviez vu dès le départ, parmi les autres, mais lorsque vous retournez les autres cartes ESP, elles ont un dos noir. Surprise, c'était la seule carte différente. Et là, vous vous dirigez vers le paquet rouge que vous aviez mis de côté, vous continuez votre étalement, et là, vous dévoilez complètement la carte qui était face en l'air, et ce sont les vagues qui avaient été citées par le spectateur. Vous retirez cette carte, vous la retournez, elle a un dos noir, vous retournez toutes les autres cartes et elles sont toutes à face blanche.
Moi, ce qui m'avait paru illogique dans la première présentation qui était faite dans la vidéo, tu montres clairement que tu as 5 cartes face en bas, tu les poses et il y a une carte qui se retourne. En fait, c'était assez mal expliqué. Parce que il a, dans son explication au départ, il oublie de dire, lors de la première technique, et je vais revenir sur ces techniques, il oublie de dire que, attends, je vais mettre les cartes dans mon dos et je vais en retourner une, avant que tu dises quoi que ce soit. Tu vois le truc? Il avait complètement zappé cette partie. Il y a 2 techniques qui sont expliquées. Une dite facile. Il y a une technique que les magiciens aiment pas trop. Alors, je vais dire le mot, c'est empalmage. Mais en fait, c'est extrêmement simple. Même moi, j'y arrive. C'est pour te dire que faire un empalmage normal, j'aurais une appréhension. Mais là, vu que tu prépares cette action dans ton dos, c'est complètement couvert. Ensuite, il passe à la deuxième technique et cette fois, il y a 2 empalmages. L'avantage de celle-ci, c'est que tu peux clairement montrer dès le début toutes les cartes face en l'air et toutes les cartes face en bas. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste jouable parce que tout se passe derrière ton dos. Mais, lors de sa démonstration, il emploie une autre technique qu'il n'explique pas. Et en fait, c'est pas vraiment une technique. C'est que le tout est livré dans une petite pochette en plastique. Donc, une pochette classique, hein, dans lesquelles sont livrés les jeux de ce petit paquet. Dès le départ, il est dans la situation où les 2 paquets sont séparés. Le premier paquet qui doit être chargé d'une certaine manière l'est déjà. Que te dire de plus? C'est un mix entre un Wave d'après eux, peut-être aussi avec un Twisted Sister. Ouais, j'allais dire, on est vraiment pas loin de ces 2 univers-là, Wave et Twisted Sister. Ouais. J'aime l'idée du tour que je connaissais pas. Je trouve que c'est intéressant parce que ça change des effets classiques qu'on voit en carte ESP. On est sur une limite pour moi entre le mentalisme et la magie parce qu'il y a quand même un retournement de cartes qui s'opère de manière magique. Alors autant le premier paquet du départ qui est rouge, tu dis je retourne, je fais ma prédiction. Les gens n'ont rien vu, ils ont vu que des dos. Donc, tu aurais pu effectivement mettre la bonne carte avec un dos différent. C'est pas magique. Enfin, c'est magique dans le sens que c'est une vraie prédiction. Bien sûr. Mais autant, j'ai pas envie d'éventailler les 5 symboles. J'ai envie de dire, voilà, ici, j'ai 5 symboles. Je vais pas te les montrer. Tiens, prends la petite carte aide-mémoire. Ça, ce sont les symboles. Maintenant, je vais mettre dans mon dos, je vais retourner une carte, bon laquelle alors vague, très bien. Les gens rigolent, mais cette fois quand tu fais l'éventail et qu'ils voient tous les symboles, une carte retournée, bon, ça les impressionne pas trop. Quand tu vas retourner la carte et qu'ils vont voir que il y a aucun symbole, là ça reste de la prédiction sans le côté magique du symbole qui disparaît. Donc en fait, il faut pas montrer les cartes rouges, les faces, et les cartes ESP, il faut pas les montrer non plus. C'est pour ça que la façon plus compliquée, la technique la plus compliquée, celle qui est privilégiée par Stephen Tucker, pour moi, elle reste autant pour le paquet rouge logique, autant pour l'autre paquet avec les symboles pas logique parce qu'il y a quelque chose qui disparaît et ça me gêne. Donc, mon opinion, ne montrez rien d'un paquet et ne montrez rien de l'autre. Et là, vous aurez une double prédiction. Ok. Alors, le prix, on est sur 28,50. Bon, raisonnable. Soyons honnêtes, hein. Tu prends 10 cartes de n'importe quel paquet et tu refais la même chose du moment que tu connais la manipulation. Bien sûr, bien sûr. Mais on achète toujours la routine, la recherche, pas que le matériel. Et en l'occurrence là, on a des cartes qui sont des cartes plutôt bonnes et qui en plus sont des cartes ESP faites pour ça. Si vous l'achetez, prenez un petit moment pour réfléchir et pour réfléchir à votre présentation. Est-ce que je fais une présentation mentale ou magique avec disparition et adaptée? Voilà, ça sera mon conseil. Et bah donc merci Olivier pour cette présentation. Je te propose qu'on passe au tour suivant pour le deuxième tour de cet épisode. On a décidé de parler de Color Match ESP de Alakazam. Un tour que j'adore. Je te le dis, j'adore. On est deux. Tour préféré, c'est
pour moi le meilleur multiple out, le meilleur tour de sortie multiple à sortie multiple. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Super. Déjà, du coup, tu viens de donner le thème de ce tour. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que c'est un multiple out. Non, c'est un multiple out. C'est un vrai bon multiple out pour les gens qui ont des réserves sur ce sujet-là. Très clairement, allez-y les yeux fermés parce que l'ensemble des sorties qui sont proposées sont vraiment très bonnes. Il n'y a pas de sortie où on se dit j'aimerais pas qu'elle arrive, je suis pas sûr, celle-ci je suis moins fan. Alors si on peut être un peu moins fan d'une sortie, mais toutes les sorties sont très bonnes. Mais bon, on est peut-être allé un peu trop vite en disant que c'est du multiple out. Peut-être qu'il faut qu'on commence par la base. Expliquer la base du tour. La base du tour, c'est quoi ? C'est toujours pareil, 2 sets de cartes ESP. Un set pour le mentaliste, un set pour le spectateur. Pour cette fois-ci, mais c'est pas un anachronisme parce que c'est quelque chose que l'on voit dans beaucoup de jeux ESP. Les symboles ESP sont les symboles ESP classiques, mais ils sont en couleur. Chaque symbole a une couleur différente. Et donc, le mentaliste propose aux spectateurs de faire un jeu de matching, ou en tout cas une expérience de matching. Le but est que on pose les cartes et les symboles ESP dans un ordre prédéfini et que cet ordre soit équivalent pour les deux protagonistes. Donc en gros, qu'on arrive à faire matcher les symboles. Un color matching. Un color matching. C'est pas qu'on doit faire matcher les symboles, mais on doit faire matcher nos choix et nos décisions. Donc distribution des cartes, 5 chacun, et alternativement, chacun va poser ses cartes. On va finir par révéler que les deux séquences sont absolument synchronisées, qu'il y a donc eu un choix fait de part et d'autre de manière indépendante sans que on ait la possibilité d'avoir de vision, et pour autant que ces deux éléments soient synchronisés ou en tout cas soient cohérents l'un avec l'autre. On en revient donc à notre principe qui est un principe de multiple out, avec finalement 5 sorties différentes, et donc un travail sur le tour qui est essentiellement un travail de mémorisation de la sortie. En gros, la seule chose qu'on doit travailler, c'est se souvenir de à quoi correspond quelle sortie. Si je dois donner mon avis, je pense comme toi que c'est un des meilleurs tours ESP qu'on puisse faire. Je lui mettrai quand même quelques petits bémols. Vas-y, je t'écoute. Je suis curieux. Je vais donner ces bémols-là. Le premier bémol, c'est que ce jeu ne peut faire que ça. C'est vrai. On ne peut pas faire autre chose, ou en tout cas, on est très limité. Dans les faits, ce que je dis là est un peu méchant, parce que dans les faits, on peut faire autre chose, parce qu'il existe en complément de ce jeu la possibilité d'acheter des cartes absolument similaires. Il y a un jeu de cartes ESP et de gaffes ESP qui match avec ce jeu-là, et donc on pourrait, avec ce jeu-là, faire d'autres routines dans ce même univers. Il faudrait un petit change de carte, ou en tout cas se débrouiller pour changer les cartes. Et le deuxième élément qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il y a un reset et ou un setup de base qui est pas évident à refaire si on le fait pas régulièrement. C'est-à-dire que à chaque fois que je le ressors, je suis obligé de me remettre dans les explications en me disant ah ouais, alors c'est quoi le setup qu'il faut avoir au départ, comment, ok, d'accord, c'est ça. Donc je trouve que c'est un peu difficile, le reset et le fait de reprendre le tour est un peu difficile. Il faut se remémorer les sorties. Donc si on le fait régulièrement, il y a zéro souci, normalement ça se fait tout seul. Mais c'est vrai que si on revient dessus plus tard, le fait qu'il y ait de la préparation, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'énergie. On veut pas se dire ah ouais tiens je vais me le refaire, je le prends dans le tiroir et je le refais. Tout à fait d'accord avec toi, parce que à chaque fois que j'ai envie de le refaire, il faut que je me retape les explications pour savoir comment je dois déposer les cartes, les subtilités. Pour le côté se souvenir des prédictions, c'est pareil. Ils ont fait un petit système mnémotechnique qui aide, mais il faut quand même le revoir un peu. Ouais. Effectivement. Ouais, à chaque fois, il y a, tu sens que c'est inhérent au tour, hein, en lui-même. C'est pas qu'il est mal conçu, c'est que c'est la contrainte de faire un effet comme celui-ci
et d'avoir des sorties aussi fortes. C'est-à-dire que c'est aussi inhérent à la qualité du tour. C'est-à-dire que on peut pas avoir un tour hyper puissant et que ce soit tout automatique, qu'il y a rien à faire, rien à souvenir. Enfin voilà, forcément, quand on veut que ça devienne un peu impressionnant, il faut mettre un peu de complexité, il faut travailler. Donc, je dirais que c'est un très bon tour. Je dirais que les cartes sont de très très bonne qualité. Je suis pas un grand fan du marquage, qui me perturbe un peu, mais je comprends son intérêt et globalement, il est très très simple à utiliser. Il faut dire qu'il est unidirectionnel. Hein. C'est un dos asymétrique et c'est un marquage unidirectionnel. En effet. Mais il est beau, moi je le trouve beau parce qu'en plus il est vieilli, les dos ils sont très réalistes. Pour moi il est super beau ce jeu. Je suis d'accord, vraiment je le trouve très beau, je le trouve vraiment intéressant. Je l'utilise pas tant parce que je suis très très fan de Eclipse. J'avoue que c'est certainement un des plus beaux jeux. C'est un des plus beaux dos qu'on ait. Je le trouve en même temps très beau mais très naturel. Il fait pas trop délirant, trop ésotérique, trop étrange. C'est un très bon investissement, c'est une très bonne routine. Et ça, ajouté au gaff deck, enfin aux cartes ESP classiques avec les gaffes, 2 items qui sont tout à fait utilisables et tout à fait intéressants. Alors en fait, tu as le Age ESP qui est un set normal de 25 cartes. Alors l'avantage c'est fourni avec plusieurs routines, donc des grands classiques. Et tu as le Age Gaff ESP et qui a des cartes de couleurs différentes, avec des dos différents, avec des symboles différents, double face, double dos, et un gaff, quoi, en fait. Et la combinaison, c'est ça qui multiplie aussi les possibilités. La combinaison de ces 3 éléments. C'est ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de beaucoup de jeux ESP. Souvent, quand tu as des jeux dédiés à des routines, il n'y a pas les cartes équivalentes. Et donc, tu peux pas faire autre chose, et ça c'est un élément que je trouve déstabilisant, c'est que souvent tu peux pas faire autre chose parce que du coup ça voudrait dire sortir des cartes ESP avec un dos différent des cartes ESP que t'as sorties avant. Et donc même si tu voulais faire une espèce de parenthèse d'oubli en disant bon bah on les range et puis on en ressort plus tard, je trouve ça toujours gênant d'avoir eu des cartes avec un certain dos et après de reprendre des cartes sur le même modèle mais avec des dos différents. Mais je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu as dit parce que je ne sais pas si c'était bien clair, mais et rafraîchis-moi la mémoire si je me trompe, les cartes du spectateur sont face en l'air dès le début et après on lui demande de mettre des cartes à l'intuition et on les pose face en bas devant chaque carte. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des cartes face en l'air dès le début. En fait, les cartes du mentaliste sont face en l'air et à l'intuition, il va mettre ses cartes face aux celles du mentaliste. Alors bon, là, on va pas révéler les trucs, mais lorsqu'on retourne, il y a parfois c'est visible au premier coup d'œil. Parfois, il faut aller chercher un élément de prédiction. Parfois, il y a une très grosse surprise, une très grosse révélation qui je trouve très intéressante. De toute façon, ça marche toujours. Ça marche toujours. Disons qu'il y a, à mon avis, pour moi, il y a 3 sorties qui sont peut-être un peu plus fortes. C'est toujours le cas d'ailleurs des multiple out, mais elles fonctionnent toutes. Dans certains multiple out, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, pas du tout. Et il faut savoir que ce tour existe en 2 tailles. Ils utilisent une taille poker size, donc pour la taille standard des cartes standards, et une carte taille parlor avec une carte un peu plus grande et qui permet pour des gens qui veulent faire plutôt de la scène d'avoir des cartes plus faciles à voir de loin. Même le color match, il avait sorti dans les 2. Je crois bien que les 2 doivent exister. Ouais. Pour les Age pour les gaffes, ça existait. Je sais pas pour le color match. Et alors ça, c'est un concept qu'ils ont décliné avec beaucoup de tours après. Oui. Ils n'arrêtaient pas de faire ça et puis ils sont un peu revenus, ils se sont un peu calmés parce que ça devenait un peu pénible. Mais en tout cas, pour les cartes ESP, c'était une bonne idée. Et le color match existe aussi en ce qu'ils appellent la Pro Size chez Alakazam. C'est sûr que si on veut le color match, les cartes ESP et les gaffes, on commence à avoir 3 jeux qui valent tous à peu près 27 €, 28 €, entre 27 et 28 €, ça dépend. Mais en même temps, on se retrouve avec potentiellement 75 cartes, puisqu'il y a 25 cartes par jeu. Alors, juste une petite remarque sur ces cartes qui m'amuse, mais à chaque fois que je les vois, ça me choque un peu. Les vagues, normalement, elles sont dans le sens de la longueur.
Sur ces cartes, elles sont sur le sens de la largeur. Alors, je chipote un peu, mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, ça paraît étrange. Ouais. Et autre chose, parce que je crois tu l'as nommé, comment tu l'as nommé ce jeu? C'est le Color Match 7. Ouais, mais en fait, il est commercialisé sous le nom de Zener Match. Ouais, c'est possible. Ou Zener Ouais. Cards Color Match 7, souvent. Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'il y a de marqué sur la boîte, mais si vous le cherchez, c'est vraiment Zener Match. Eh ben, je te propose qu'on enchaîne avec un tour de John Bannon, qui est pas un habitué des cartes ESP. En tout cas, c'est pas là où on l'attend le plus souvent, mais pourtant il a un tour connu, ESP by the Numbers, dont tu voulais nous parler et qui a un lien avec Alpha to Omega. Oui, il a un lien parce que c'est produit par Big Blind Media. Le tarot des cartes, c'est le même que dans Alpha to Omega, à la différence que celle-ci, les dos sont bleus, contrairement aux autres qui étaient noirs et rouges. On a 25 cartes, classiques, mais les cartes portent des chiffres. Vous allez dire à vos spectateurs, je vais poser une série de 5 cartes, et tu vas choisir une carte sur la table. Très bien, vous installez vos 5 cartes, le spectateur choisit une carte, vous la poussez vers l'avant, vous remettez 5 cartes aux mêmes emplacements, pas l'emplacement de la carte choisie évidemment, et le spectateur peut choisir n'importe laquelle, sauf bien sûr la carte qui est dans la colonne qui a été choisie. Pousse une deuxième, ainsi de suite, 5 cartes. Devant vous, vous avez une petite carte sur laquelle il y a marqué ESP Ability Test. Il y a les 5 symboles qui sont repris. Elles traînent comme ça négligemment sur la table et les gens n'y prêtent pas trop attention. Donc, à la fin de vos distributions, les spectateurs ont choisi 5 cartes. Vous les retournez une à une et vous faites remarquer qu'il a eu suffisamment de chance pour retourner chaque symbole. Il n'y a pas de doublon. Et après, vous dites, en plus, regarde, la carte qui est devant toi, peut-être que ça t'a influencé parce que, vois-tu, il y a un carré et t'as retourné un carré et elles sont dans l'ordre en fait, hein. La vague, le rond, ainsi de suite, exactement dans l'ordre des cartes qui viennent d'être retournées. Et là, tu fais remarquer, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les symboles ESP que tu as bien sélectionné. Donc, a priori, tu as des compétences ou des pouvoirs psychiques, parce que déjà, premièrement, tu réussis à trouver chaque symbole et en plus dans l'ordre. Mais on va maintenant, je t'ai parlé de ces chiffres, on va les additionner pour voir ce que ça fait. Et tu prends d'autres cartes dans ton jeu, tu dis, tiens, par exemple, l'étoile, tu vois, là, t'as un 6, mais t'aurais pu avoir un autre chiffre. Par exemple, je prends une autre étoile, là, il y a un 21, par exemple. Donc, et toi, donc, tu as sélectionné cette étoile et il y a ce chiffre-là qui est totalement différent des autres et tu additionnes chaque chiffre et tu tombes sur le numéro 65. Tu retournes la petite carte avec les symboles ESP et tu fais remarquer qu'il y a le résultat des tests. Alors là, il y a de l'humour en anglais, il faut comprendre. Alors la première, tu vas la comprendre facilement. Donc, si tu obtiens un score entre 15 et 64, tu es alors je vais pas te le faire en anglais, mais télépathétique. Donc, c'est amusant. On comprend bien le jeu de mots. Voilà, celui-là, on le comprend bien. De 66 à 115, tu as psychocéramique. Alors celui-là, par contre, je sais pas si toi tu le connais, mais moi non, je ne l'ai pas. Moi je l'ai pas. Ouais. Psychocéramique. Je dois bien t'avouer qu'il a fallu que je fasse des recherches. Alors en fait, psychocéramique, ça vient de petites céramiques, des petits bonhommes un peu bizarres et qui étaient aussi appelés crackpot. Et en fait, les gens ne font pas le lien jusqu'au moment où tu dis crackpot, et là, ils comprennent. Ce sont des personnages qui étaient vendus aux États-Unis. Ça a une signification qui est un peu étrange, un peu bizarre. Donc ça, là, c'est un jeu de mots qui est absolument pas compris en Europe, et je pense que même en Angleterre, il sera pas compris. Bon, peu importe, c'était pour l'anecdote. Et bien sûr, tu arrives sur le 65. Là, là, tu vois pas, mais tu connais ce jeu. Ouais. À 65, il y a marqué awesome, tu es formidable. Une petite routine en 2 temps, une première divination, chaque symbole dans l'ordre et finalement les chiffres et qui te donne ce résultat comme quoi tu l'avais prévu et tu as réussi le test et tu es formidable.
Donc peut-être que cette carte vaudrait la peine d'être traduite en français. Sur le tour lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je voudrais attirer l'attention sur le principe. Dans les explications, ce tour est expliqué, ESP by the numbers, mais tu as aussi le Matrix Reloaded. On t'explique le principe et on t'explique une routine. Alors, je vais pas rentrer dans la routine parce que c'est pas le sujet, mais c'est pour te dire que en plus tu as une autre routine. Alors en fait, de quoi il s'agit? Normalement, donc tu as 25 cartes. Il faudrait que tu fasses un carré de 5 par 5 et qu'on utilise le matrix normal, c'est-à-dire choisis une carte, tu élimines la ligne, la colonne, choisis une autre carte et ainsi de suite. Et là, c'est un matrix à plat. C'est-à-dire que ça va être exactement la même chose, sauf que au niveau de l'espace dont tu as besoin sur une table, bah, c'est simple. Tu alignes 5 cartes, tu en choisis une. Tu réalignes 5 cartes, tu en choisis une autre, mais bien sûr, pas dans la colonne que tu viens de choisir. De choisir, ouais, bien sûr. Beaucoup de gens vont souvent penser au Matrix 5 par 5, 4 par 4, mais rarement à celui-ci qu'on voit souvent écrit en français comme Matrix à plat. Alors ça se fait à plat, effectivement, sur une table sans trop de problèmes. Ça prend pas trop de place. Et moi, je sais que je le fais aussi à la verticale sur une version un peu plus salon scène, avec un petit stand en fait que j'ai fabriqué en carton plume, dans lequel je vais pouvoir venir. J'ai 5 emplacements, donc je mets mes 5 cartes. La personne choisit. La carte qui est choisie, j'ai une petite pince au-dessus qui me permet de la maintenir en hauteur sur le stand, donc de montrer que cette partie-là, elle est plus accessible, et je peux faire mon truc en version face publique, ce qui est beaucoup plus visible et qui évite d'avoir à faire, par exemple, un système avec une caméra qui retranscrirait ça sur un écran géant ou quoi que ce soit. Là, ça permet de le faire et ça marche très très bien. Et ça permet aussi, je trouve, de faire participer aussi plein de monde, parce que on n'est pas obligé de faire choisir qu'une seule personne, on peut faire choisir des personnes différentes qui du coup vont aboutir à au final ensemble réussir à faire un petit miracle, à savoir sélectionner les bonnes cartes dans le bon ordre au bon moment et avec les bons chiffres. Alors le jeu, il coûte pas énormément cher, il coûte 27,50 €, vous apprenez 2 routines, c'est pas excessivement cher. Mais si vous vouliez ne pas acheter ce tour, j'ai une petite astuce pour vous. Il vous suffirait d'acheter John Bannon's Mentalissimo, c'est son livre qui vaut dans les 72,50 €. C'est que du mentalisme avec des cartes, pas mal de principes. Alors on sait qu'il aime bien trifouiller les principes. Il y a pas mal de choses intéressantes et il y a ESP by Numbers dedans et le Matrix Reload. Et pour ESP by Numbers, il suffit que tu prennes un jeu carte ESP, même un jeu bas de gamme pas très cher, et que tu ajoutes les numéros toi-même, parce que tout est expliqué dans Mentalissimo. Donc, si vous voulez, n'achetez pas ESP by the Numbers et achetez ce bouquin. Pour la différence de prix, ça vous coûtera 50 € de plus, mais vous aurez beaucoup plus de choses à lire et à apprendre et à exploiter dans ce livre. Et comme souvent avec les livres, en plus, on apprend beaucoup plus de choses parce qu'on ne copie pas les mises en scène, les lines, tout ça, parce que on est obligé de faire marcher son esprit, son imagination pour arriver à reconstruire la routine intellectuellement. Donc, en même temps, on progresse parfois plus vite avec les livres qu'avec de la vidéo. Peut-être un petit mot sur le montage. Il y a un petit montage à faire qui est pas compliqué. En plus, il donne des astuces pour camoufler. C'est bien fait. Vous avez compris qu'il faut évidemment un montage. Je dirais que si la routine, alors elle est pas chère, 27,50, ok, c'est pas cher, mais si elle était vendue toute seule comme ça, j'aurais peut-être été un petit peu déçu. Le fait qu'il y ait cette routine Matrix Reloaded fournie avec, ça aide à apprécier plus le tour. Peut-être quelque chose que tu vas aborder de manière un petit peu plus légère que certains tours ESP où tu voudrais apporter une ambiance plus mystérieuse. Oui, je suis d'accord. C'est un tour qui peut se faire dans une ambiance un peu plus détendue, à la maison, avec les amis, avec un peu moins de prétention d'avoir des pouvoirs. Oui, et puis de toute façon, le côté humoristique avec les petits jeux de mots, on voit bien que c'est l'esprit de cette routine, quoi.
De toute façon, ça, c'est aussi le style de Bannon, hein. On sait, hein, c'est son style de magie, pas sur de la magie, trucs très éthérés, très, j'ai envie de dire paranormal, para-activité, machin, tout ça, c'est pas son délire. Alors peut-être contrairement à ce que tu vas nous présenter maintenant. C'est une routine de Michael Murray, un mentaliste de renom. Et là, c'est une routine. Alors, c'est pas un tour à proprement parler, même si, dans les faits, cette routine existe depuis quelque temps en format français, sous forme d'un petit leaflet et d'une dizaine de cartes. C'est une routine qui, à la base, fait partie de, certainement, un des meilleurs livres de mentalisme en langue anglaise qu'on puisse trouver, qui est Peace of My Mind, qui est un livre qui n'est pas très connu, qui n'est pas tiré à des très gros exemplaires, il est auto-édité par Michael Murray, mais qui pour moi regroupe des petites pépites, dont cette routine qui s'appelle Tattletale, qui est une routine de match ESP, qui se passe dans les mains de 2 spectateurs. Et c'est peut-être la première fois que ça se voyait, ou en tout cas que ça se faisait. C'est là où on voit la créativité de Michael Murray, qui est faite pour être présentée sur des couples initialement. Donc c'est vraiment une routine de cocktail, voire mariage. C'est quelque chose qui fait beaucoup, hein, les prestations en cocktail, Michael Murray. Et donc la routine est la suivante. Il va donner un jeu de 5 cartes ESP aux 2 mariés, et ils vont devoir mettre devant eux les cartes dans l'ordre qu'ils veulent. Et le but, ça va être de voir est-ce qu'ils vont être capables de faire matcher au moins un symbole sur les 5. Donc initialement, ils étalent les 5 cartes face cachée sur la table, l'une en face de l'autre, et ils vont devoir, le mari va devoir désigner une des 5 paires en disant « je pense que c'est cette paire-là où ça match ». Et on va pouvoir vérifier si oui ou non ça match sur cette paire. Ça peut matcher, ça peut ne pas matcher. En fait, tout le prémisse de ce tour, c'est de montrer que ce qu'ils viennent d'essayer de faire est très très dur à faire. Une fois que ça c'est fait, les cartes sont ramassées, elles sont redonnées aux spectateurs, qui vont les mélanger, et qui vont ensuite reposer leurs cartes selon un petit protocole. Il y a un petit protocole à respecter, qui va être guidé vocalement par le magicien, enfin le mentaliste, et les spectateurs vont faire les différents éléments. À ce moment-là, les 2 sets de cartes vont absolument matcher. Sachant que, et c'est là où ça va faire un joli lien avec le Matrix Reloaded dont tu as parlé tout à l'heure, avec la même procédure que dans le Matrix Reloaded, à savoir, je peux distribuer des cartes face cachée ou face visible, et quand je m'arrête de distribuer, je prends tout mon paquet et je le retourne par-dessus. Et je reprends mon paquet et je redistribue, et je fais ça autant de fois que je veux, sans me concerter avec mon conjoint. Donc les 2 conjoints font ça séparément de leur côté, et ensuite ils étalent les cartes sur la table, et on va se rendre compte que les 5 cartes, cette fois-ci, matchent absolument. Certaines sont face visible, certaines sont face cachée, et donc on va révéler au fur et à mesure que les cartes matchent bien toutes, 5 sur 5. Elles matchent des symboles, mais aussi si elles sont retournées. Non, ça c'est complètement aléatoire, donc ça permet de montrer que les mélanges ont été faits de manière complètement aléatoire. Donc il y en a un qui peut avoir 4 cartes retournées face en l'air et une carte face en bas, l'autre qui peut en avoir 2 et 3. Il y en a un qui peut avoir toutes ses cartes face en bas, l'autre toutes ses cartes face en l'air. En fait, c'est pour montrer vraiment que le mélange est complètement fair, parce que on peut pas maîtriser ça. Par contre, une fois qu'on va mettre toutes les cartes face en l'air, elles matchent toutes parfaitement. Ouais, d'accord. Ouais. La puissance de cette routine, c'est que le mentaliste ne touche pas les cartes. Le mélange est fait par les spectateurs, ils s'arrêtent quand ils veulent, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. C'est eux qui étalent les cartes, dans l'ordre dans lequel elles sont, mais c'est eux qui les étalent. Donc il n'y a pas de manipulation. Globalement, c'est un tour qui est quasiment parfait, dans le sens où le mentaliste ne touche pas les cartes. Dans les faits, il y a bien un moment où il touche les cartes. Ce moment, il est tellement tôt dans la routine que il est complètement oublié, puis il est bien avant toutes les manipulations qui sont faites par les spectateurs. Et surtout, il y a
un travail de camouflage des principes qui est extraordinaire parce que on part d'un jeu entièrement mélangé et on va passer à un moment donné de la routine dans un jeu absolument arrangé. Et ça, sans manipulation ouverte du mentaliste. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est le premier match, il peut se produire, hein, il y a une chance. Alors là, bon, bah, j'allais dire tant mieux, mais peut-être tant pis, je sais pas. Mais le fait que ça ne fonctionne pas, ça ne retire en rien à la routine parce que tu dis, bah, tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est très dur, ouais, c'est très dur. Ça demande de la méthode. On va faire un nouvel essai. Et là, c'est pas un match, c'est tout. Donc, et dans leurs mains. En fait, ce qui est très bien, et c'est là où lire Michael Murray, c'est important, parce qu'il est extrêmement généreux dans son partage de ses constructions, de ses justifications, de pourquoi il fait les choses. Quand on lit Michael Murray, alors il faut lire de l'anglais. Bon, maintenant il y a une version française, donc peut-être que la version française est bien écrite, je ne la connais pas. Il explique tout ça. Il explique pourquoi est-ce qu'il fait ces choix-là. Et notamment ce premier match, qui est clairement utilisé pour permettre le montage qui va permettre la finalité du tour. Lorsque ce match n'a pas lieu, il a tout de suite une line pour te dire, ben tu vois, c'est très très dur de faire ça, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement et une pratique particulière. Et s'il a lieu, il a une autre line qui dit, tu vois, tu as déjà en toi la capacité sur un symbole d'arriver à le faire. On va essayer d'aller encore plus loin parce que je pense que t'es quelqu'un qui peut aller plus loin. Et donc, en fait, dans toutes les situations, c'est absolument normal. On révèle qu'un seul match à ce moment-là? Au départ, oui. Au premier, on révèle qu'un seul match. Enfin, oui, soit ce match a marché, soit il a pas marché, mais on va pas faire plus. Le reste, on s'en fiche. Une question alors. Peut-être j'essaie de me mettre à la place des auditeurs et je vais poser une question en leur nom, parce que là on parle d'un tour qui se trouve dans un livre. Est-ce que c'est faisable avec un jeu de cartes ESP normal? C'est faisable avec un jeu de cartes ESP normal, tant que celui-ci est marqué. C'est la... Ouais, c'est pas ce que j'appelle un jeu normal. Alors, c'est compliqué parce que jeu ESP, aujourd'hui, il y a quasiment plus de jeux ESP non marqués. Ouais, c'est vrai. Très très difficile d'en trouver. Il y en a quelques-uns. Il en existe un. Les il me semble que les Bicycle Riderback sont pas marqués, effectivement. Mais sinon, il y a très très peu de jeux ESP aujourd'hui qui ne sont pas marqués. Non, donc la seule contrainte, c'est d'avoir un jeu marqué, mais c'est faisable avec n'importe quel jeu marqué. Pour faire quelque chose de peut-être même plus flippant, tu peux, désolé pour le terme, tu peux utiliser des lames de tarot. Tu pourrais effectivement utiliser des lames de tarot et montrer que ça marcherait aussi. Enfin, dans les faits, à partir du moment où tu as un jeu marqué et 2 sets qui peuvent matcher, ça marchera. Il n'y a pas besoin de cartes particulières. Dans la version Marchand de trucs, qui est la version française de ce tour, qui a été traduit par Reflections. Le tour s'appelle Reflection. Excuse-moi. C'est en français, ouais. C'est réflexion. C'est vrai, réflexion, c'est vrai. Ça a été traduit. Donc c'est réflexion. Le livret donc reprend la routine. Honnêtement, c'est un petit livret parce que la routine initialement, elle fait une dizaine de pages, non? Même pas 10 pages. Même pas. Elle fait 5 feuilles, donc oui, si, elle fait 10 pages. Ah, alors c'est vrai, t'as raison. Ouais, il y a beaucoup d'explications. Mais voilà, elle fait 10 pages, mais 10 petites pages. C'est un petit livre. Piece of My Mind, c'est dû à 5, je crois. Un demi à 4. Et il est livré avec 10 cartes qui sont des cartes ESP Origin, donc les ESP Origin de base, mais avec un dos vert, qui est une version inédite, puisque les ESP Origin étaient en bleu et en rouge, mais n'existaient pas en verte. Donc dans la version française, vous avez donc les explications en français, des photos, les 10 cartes pour le faire, même si dans les faits, pour moi, c'est une erreur de prendre cette version française, parce que ces cartes vertes n'ont pas de jeu équivalent. Et que tout l'intérêt de pouvoir faire ce tour, c'est de le faire sorti d'un jeu normal, duquel on va pouvoir faire n'importe quel autre tour derrière. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas besoin de cartes gaffe à proprement parler, du coup, on peut prendre son jeu ESP, le sortir de sa poche et lancer cette routine. Alors, je sais pas si la démarche a été de fournir le matériel nécessaire ou de promouvoir le livre pour les collectionneurs de cartes en fournissant des cartes originales ou pour justifier le prix. Je ne sais pas quelle était la démarche commerciale derrière, mais effectivement, je comprends tes appréhensions. En même temps, quand tu vends un livret tout seul comme ça,
bon, c'est peut-être une très bonne idée d'avoir les cartes avec. J'ai envie de dire que l'ensemble est cohérent. Vendre le livret avec les cartes, bon, le livret fait une 30aine d'euros avec les cartes. Ça permet d'avoir un élément qui est relativement abordable. J'ai envie de dire que si on est prêt à se casser un peu la nénette et à faire l'effort, le livre A Piece of My Mind en version anglaise coûte en version imprimée 60 euros. C'est le double du prix, on est d'accord. Mais à l'intérieur, on a beaucoup de routines. Donc, on n'a pas les cartes, mais on a beaucoup de routines qui vont aller compléter le livre. Et il existe une version numérique de ce livre, A Piece of My Mind, qui permet d'économiser un peu d'argent et de ne pas payer les frais de port, parce que les frais de port, en venant de UK, sont un peu chers. Surtout avec la douane. Qui coûte 48 euros. 48 euros en version digitale. Pour rappel, alors parce qu'on l'avait déjà évoqué, c'est vrai que lorsque j'ai parlé de Experimental de Michael Murray, où ce sont des routines sur quelques pages, 2, 3, 4 pages, et relativement simple à comprendre, c'est vrai que A Piece of My Mind, c'est un petit peu plus compliqué, et pour refaire le schéma, parfois ça peut être plus compliqué. Donc, pour ceux qui parlent pas anglais, mais c'est vrai que je crois que Marchand de Trucs a sorti 3 livrets jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Si c'est, je connais pas les prix, mais si c'est 3 fois 30, on est déjà à 90. Bon, il y a la traduction et tout, bien entendu, mais ça vaut le coup de prendre le livre à 60 euros et comme tu dis, de se casser la tête. C'est ça. Alors après, je suis d'accord qu'il faut maîtriser l'anglais. Michael Murray, il a un anglais qui n'est pas très compliqué, mais qui est plutôt technique. Il faut, à lire, ça demande un peu de compétence en anglais. Il faut être accroché, il faut pas être débutant. Très clairement, si on est débutant en anglais, c'est vraiment pas un bon plan. Après, il y a plein de possibilités d'essayer de traduire. Dans les faits, je le recommande pas à quelqu'un qui n'a pas un bon niveau d'anglais. Moi, j'ai un niveau d'anglais moyen. Je m'estime moyen, même si je comprends très très bien l'anglais, mais j'ai pas un anglais très littéraire. Et c'est vrai que j'ai dû me reprendre sur certaines routines à 2 ou 3 fois pour bien m'assurer que j'avais compris les subtilités, j'avais compris les mouvements, j'avais compris tout ce qu'il y avait derrière. Il y a quelques essais théoriques aussi qui demandent d'être un peu accrochés, mais honnêtement, c'est un très très bon livre qui mérite beaucoup d'attention. Peut-être une anecdote qui explique pourquoi les livrets sont si chers. Il a longtemps été en rupture, ce livre. Piece of My Mind était longtemps en rupture, et il y a des marchands qui étaient assez malins pour le vendre jusqu'à... Alors, je ne vais pas citer de nom parce que je veux pas créer de problème. Je l'ai vu vendu en France à 120 euros. Ouais, je l'ai vu aussi vendu à 120 euros, ça m'a piqué. Voilà. Et je l'ai acheté, alors pas 120 euros, mais je l'ai acheté dans cette boutique parce que c'était un des seuls qui l'avait encore. Et je l'ai acheté lors d'une promotion à 50%. Donc, ça veut dire que je l'ai acheté au prix normal. Ouais. Et quelques mois, semaines après, d'un seul coup, on en trouvait partout. Les dispos sur la boutique de Michael Murray, moi j'achète régulièrement chez lui directement. En tout cas, ses tours, je les lui achète directement. Et effectivement, il existe en version imprimée ou en version digitale. Version digitale qui peut avoir l'intérêt de pouvoir utiliser des outils de traduction pour faire traduire le PDF. Voilà, c'est peut-être une possibilité aussi. On a eu un petit panorama de sources, que ce soit des cartes, des livres. On a eu un petit tour dont on ne parlera pas. On a eu 3 tours de cartes livrées clé en main et une routine tirée d'un livre. Et je pense, Vincent, qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, peut-être en détaillant un peu plus la prochaine fois toutes les cartes qui existent et les différents marquages, parce qu'il y a quand même des beaux marquages qui existent. Il faudrait peut-être qu'on pense à un épisode spécial pour des magiciens, accessible que, tu vois, sur un mot de passe où on pourrait dévoiler tous les marquages. Je sais pas, tu vois, peut-être, ou alors on leur demande de payer pour accéder à ce numéro spécial. Non, on rigole. On vous fera pas payer pour accéder à un numéro spécial. Sur notre Patreon. On vous prépare un numéro, effectivement, où on descendra peut-être un peu plus en détail dans les jeux. Parce que c'est vrai, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une diversité de marquages qui est intéressante à aller chercher. Et je pense qu'on n'a même pas encore tout exploré, parce que, effectivement, dans les marquages, il y a plein de choses qui existent et qui pourraient encore être adjoints aux cartes ESP et qui seraient pas inintéressantes. Et on pourra vous parler aussi de Eclipse,
parce que il s'avère que Eclipse, avec Vincent, il nous avait fait un beau numéro sur Eclipse, il nous avait bien détaillé toutes les routines et tout, il avait passé beaucoup de temps, et on a eu un gros problème technique sur cet enregistrement, et ça fait partie des 1 ou 2 enregistrements qu'on a dû abandonner. Malheureusement, l'actualité faisait qu'on a dû parler d'un autre tour, et qu'on a complètement zappé Eclipse, alors que dans nos mémoires, on en avait parlé. Ouais, on était persuadé d'avoir un épisode dessus, et on a un épisode, mais juste il a jamais été diffusé. Il sera jamais diffusé parce qu'il est pas écoutable. A priori, techniquement, c'était même plus possible. Mais donc, on vous reparlera plus en détail d'Eclipse, qui est certainement mon jeu préféré aujourd'hui. En tout cas, il est tout le temps dans ma poche. Ok. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce numéro spécial ESP vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à nous dire, vous savez, on est présent sur les réseaux. Il y a la page Facebook Magitest, il y a le compte YouTube Magitest sur lequel sont diffusées les vidéos. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous poser vos questions. Ça nous fait toujours plaisir. On lit tout et on essaye de prendre vos remarques et vos questions en compte. Si vous avez aimé cet épisode ou ce podcast, vous pouvez aussi aller nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous fait plaisir d'avoir des notes et ça nous permet d'être un peu plus facile à trouver et un peu plus facilement vu par d'autres. Et nous, on continue de vous préparer de nouveaux épisodes. On approche bientôt le 30e épisode. Peut-être un autre épisode spécial pour le 30e. Soyons fous. Soyons fous. En tout cas, on prend toujours autant de plaisir avec Olivier à vous partager notre passion et la partager avec vous, puisque c'est aussi votre passion. Vincent, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est un bon point. C'est un bon point. Je vous dis bonsoir à tous et on vous dit à très bientôt